Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler d'Alexandre le Grand. Et plus spécifiquement, nous allons parler d'un des épisodes les plus marquants de sa vie, l'assassinat de son compagnon Kleitos par ses propres mains. Et d'une manière plus large, je vais parler en fait des conflits qu'a eu Alexandre avec sa propre aristocratie au fur et à mesure de l'avancée de sa campagne. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui par rapport à Alexandre le Grand. Avant de commencer à parler de ça, n'oubliez pas que le prochain sujet sera choisi parmi les 3 premiers commentaires, donc ruez-vous directement dans ces derniers. Je peux continuer sur Alexandre le Grand, dans ce cas-là on propose un autre sujet sur Alexandre, continuer sur Marseille, sur Massalia, ou sur d'autres sujets complètement différents. Donc n'hésitez pas, les premiers arrivés seront les premiers servis. Alors, avant de parler un petit peu de tout ça, je vais faire un petit point très général sur Alexandre le Grand. Je pars du principe que vous le connaissez toutes et tous, et si vous ne le connaissez pas toutes et tous, eh bien, je ferai peut-être des vidéos plus précises sur sa vie. Mais pour faire simple, Alexandre est le fils de Philippe II de Macédoine, donc un roi de Macédoine, qui, à partir de la seconde partie du IVe siècle, a commencé à envahir et à imposer son hégémonie sur la Grèce. Donc le royaume macédonien, qui est un royaume à moitié barbare, à moitié grec, en fonction des sources, mais dont l'aristocratie, c'est sûr, parle grec, et dont d'ailleurs la dynastie royale prétend descendre d'Héraclès et des grandes dynasties d'Argos, donc prétendent être des Grecs, et qui ont parmi leurs précepteurs des philosophes et des précepteurs venus du monde grec, notamment Alexandre a eu comme professeur Aristote. Eh bien, ce Philippe II de Macédoine, donc le père d'Alexandre, impose progressivement son hégémonie sur le monde grec et progressivement va tendre à aller affronter les Perses. Toujours sur cette dynamique dont je parlais durant les autres vidéos, d'affronter les Perses qui sont une menace, qui menacerait la civilisation grecque. Et c'est en allant les affronter que une cité ou un État, en l'occurrence la Macédoine, arrive à faire l'unification du monde grec. Donc ça, c'est le rêve de Philippe II, mais il va être assassiné avant de pouvoir accomplir son rêve, et c'est Alexandre qui va finir l'unification du monde grec et qui va partir à la conquête du monde perse. Donc cette invasion, elle va avoir lieu à partir de 334 avant Jésus-Christ, donc toujours avant notre ère, et à partir de 334, il va commencer par envahir l'Asie mineure, et progressivement, il va partir en direction de l'Est. Alors il y a plusieurs choses à comprendre dès à présent sur le sujet de l'aristocratie macédonienne, c'est que dans le monde macédonien, eh bien, les aristocrates ont énormément d'autonomie. Ce sont certes de loyaux sujets de la royauté, mais ils ont des liens avec cette dernière et ils ont beaucoup de privilèges. Et ces aristocrates vont peser sur les décisions d'Alexandre. Au début de la campagne, on promet une campagne assez courte. Normalement, un des objectifs qui était pensé par Philippe II, c'était de capturer et de s'emparer de la satrapie de Lydie, donc l'Asie mineure actuelle, la Turquie actuelle, et à la limite de pousser jusqu'aux frontières du Levant, jusqu'à la Syrie, pour faire une sorte de glacis territorial permettant de faire un état tampon entre le monde grec et le monde perse. De toute manière, à cette époque, on ne pense pas pouvoir aller plus loin. L'empire perse reste un empire gigantesque et aucun aristocrate n'envisage réellement, parmi les Macédoniens, d'envahir tout cet empire. Alors il y a tout un débat parmi les historiens pour savoir si Alexandre, dès le début, souhaitait envahir l'empire ou s'il s'est laissé un petit peu porter par les événements. Toute chose étant, au début, il va aller de victoire en victoire. Il va remporter en 334 la bataille du Granique, puis quelques années plus tard, la bataille d'Issos. Et après ces 2 grandes victoires qui lui assurent finalement les premiers objectifs macédoniens, la Turquie et même le Levant, Darius III, qui est son adversaire, va proposer à Alexandre une trêve. Et il lui propose de partager l'empire en 2. Et comme Alexandre n'est pas marié, et ça c'est un problème parce que les Macédoniens souhaitaient qu'il se marie à une Macédonienne, qu'il fasse un héritier avant de partir en campagne, ce qu'il avait refusé, ce qui est un problème pour les Macédoniens, va être potentiellement un avantage pour les Perses. Et Darius propose à Alexandre d'épouser sa fille, de devenir donc son gendre, et en son nom de régner sur la partie occidentale de son empire. Or, Alexandre va refuser. Il ne veut pas régner sur la moitié de l'empire. Et c'est à cet instant
précis qu'il va révéler ses intentions à ses généraux, à ses compagnons, en disant, voilà, je ne me contenterai pas de la moitié de l'Empire, et je vais aller vaincre Darius, qui me parle comme s'il était mon supérieur, alors même que je l'ai vaincu sur le champ de bataille. Et à partir de là, il continue sa conquête en direction de l'Égypte, puis en direction de la Perse. Alors là, on a une première opposition entre lui et les vieux aristocrates qui l'accompagnent, et notamment Parménion. Alors Parménion, c'est un général assez important, c'est celui qui commande son aile gauche à Issos et son aile droite, si je ne me trompe pas, à Gaugamel. Donc il a la responsabilité d'une grande partie de l'armée. C'était un des meilleurs généraux de son père, Philippe II de Macédoine. C'est un aristocrate qui a du poids en politique, notamment parce qu'il était lié à la famille d'Attal qui avait tenté de se marier, de marier sa nièce à Philippe II. Bon, c'est un petit peu complexe, mais il faut savoir que Parménion était très proche des centres du pouvoir. Beaucoup de soldats lui étaient fidèles, et Parménion, lui, va commencer à dire à Alexandre, si j'avais été Alexandre, j'aurais accepté l'offre de Darius. Et Alexandre a répondu, moi aussi, si j'avais été Parménion. Donc là, il montre très bien qu'il y a une distanciation entre les vieilles ambitions de l'ancien monde macédonien qui suit Philippe II de Macédoine, qui suivait Philippe II, le père d'Alexandre. Alexandre avait eu en plus une relation assez conflictuelle à certains instants avec son père. Donc voilà. Et de l'autre côté, la jeunesse macédonienne portée et menée par Alexandre, qui, elle, tend vers des faits un peu plus glorieux et vers la domination totale de l'empire des Perses. Donc, Alexandre s'oppose à Parménion et il est le roi. Il impose le fait de continuer à progresser en direction du cœur de l'empire perse. Donc en 331, Parménion est obligé d'accepter, et en 331 a lieu la bataille de Gaugamel. Alors voilà, c'est la grande bataille, la plus grande des batailles du règne d'Alexandre, celle qui a mené Darius III à sa perte, puisque c'est durant cette bataille qu'Alexandre va vaincre en infériorité numérique les forces bien plus puissantes de son adversaire perse, Darius III, le mettre en déroute, et la déroute de Darius va lui faire perdre Babylone, la Perse, et au passage va lui faire perdre toute la fidélité de ses propres satrapes, qui vont progressivement se ranger à Alexandre, qui va se montrer clément avec ces derniers, et qui progressivement va se mettre dans la position du successeur de Darius, de son héritier. Et notamment, il ne va pas massacrer et raser Babylone. Donc voilà un peu pour vous donner le contexte. Donc là, on est en 331, Alexandre est rentré à Babylone, Alexandre est en train de conquérir la Perse et la Médie, et on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire à présent ? Darius est en fuite vers l'Orient. Finalement, seulement la partie occidentale de l'Empire est tombée, puisqu'il reste toute la partie orientale de cet immense empire, et ce sont des régions qui sont très peu connues des Grecs et des Macédoniens. Et pour les Macédoniens, déjà avoir réussi à s'emparer du trône et à s'emparer de Babylone, s'emparer de la Médie, de la Perse et de la Mésopotamie, c'est quelque chose de formidable. Et beaucoup de généraux vont commencer à mettre en avant le fait que l'Empire, maintenant, commence à être assez important. Il faut le consolider avant de continuer à avancer. Et certains Macédoniens vont commencer, et notamment des hommes de l'armée, à montrer leur volonté de rentrer chez eux pour profiter du butin qu'ils ont pu amasser jusque-là. Alexandre va réussir à les convaincre à avancer en leur disant que tant que Darius III n'est pas mort, rien n'est joué. Donc c'est un petit peu un tour de passe-passe que va leur faire Alexandre. Il leur dit, voilà, j'entends bien ce que vous me dites, mais mon ennemi n'est pas mort, et tant qu'il ne sera pas mort, en fait, rien n'est fait. Les satrapes qui sont en train de nous jurer fidélité pourront tout aussi bien se retourner contre nous lorsque Darius III reviendra. Donc, il va continuer à progresser en direction de l'Orient, à la poursuite de Darius, mais ce faisant, il va accepter qu'on consolide les arrières, et il va charger notamment Parménion et certains de ses généraux de rester en arrière pour sécuriser l'Empire. Donc là encore, c'est un coup très habile d'un point de vue politique d'Alexandre, puisqu'il va dire aux anciens généraux, et Parménion en tête, j'ai bien compris quelles étaient vos problématiques, eh bien j'y réponds en vous chargeant de résoudre ces dernières.
Mais personne ne s'abuse de ce petit tour de passe-passe, encore une fois. Tout le monde sait bien que le fait que Parménion soit chargé de s'occuper de la Médie, qui est pourtant une des satrapies les plus riches et les plus importantes du nouvel empire d'Alexandre, eh bien, ça correspond un petit peu à une disgrâce, parce que Parménion n'est plus auprès d'Alexandre, donc il ne pourra plus exercer son influence à ses côtés. En plus de cela, il ne commande plus des troupes importantes, donc il va un petit peu distendre les liens entre le réseau de fidélité des soldats de Parménion et leurs généraux, Parménion lui-même, notamment en les séparant. Donc il continue sa progression, et là on voit qu'il y a déjà des oppositions entre l'aristocratie macédonienne et le roi. Notamment parce que Alexandre commence à accepter à sa cour, et parmi ses proches, eh bien, des étrangers. Et parmi ces étrangers, alors il avait déjà commencé à le faire assez tôt, en Asie mineure, puis au Levant, puis en Égypte, mais là carrément, il va inclure dans son armée des Perses. Donc ceux qui étaient anciennement les ennemis. D'un point de vue géopolitique, c'est extrêmement adroit parce que il va finalement progressivement récupérer toute la formidable administration achéménide, mais à son profit. Et pour ce faire, il n'a qu'une chose à faire, respecter les coutumes de ces derniers et les inclure dans son gouvernement. Donc pour Alexandre, c'est complètement... c'est une bonne affaire, c'est tout bénef. Mais pour les aristocrates macédoniens, eh bien, ils ont peur d'avoir une perte d'influence auprès d'Alexandre, premièrement, et surtout, ils ont peur de voir certaines charges extrêmement juteuses leur échapper. Voilà. Donc il y a à la fois de l'avidité et aussi la peur d'être écarté des centres d'influence auprès des Macédoniens. Alors, donc Alexandre continue à pourchasser Darius en Orient. Alors bon, cette chasse va être un petit peu faussée, puisque finalement Darius n'arrivera pas à rassembler des troupes, il va même être assassiné par un de ses propres généraux, qui va finir par essayer de sauvegarder sa propre satrapie en Orient, donc ça j'en parle juste après. Mais pendant cette chasse, eh bien, Alexandre continue d'avancer dans les territoires de l'Empire perse et à récupérer les satrapies. Et progressivement, dans cette avancée, certains Macédoniens vont s'opposer à lui. Alors la première grande opposition va avoir lieu lorsque, en 330, un complot mené par Dimnus est dévoilé par des jeunes prostituées. Et dans ce complot, on apprend que Philotas, le fils de Parménion, accrochez-vous bien, qui était un des somatophylaques, un des gardes du corps, un des compagnons les plus proches d'Alexandre le Grand, était au courant du complot, mais n'a pas prévenu Alexandre. Et donc Alexandre, sous ce prétexte, va le faire exécuter. Alors je reviens un petit peu sur ce point. Ce qui s'est passé, c'est que, en gros, on a des Macédoniens qui ont tenté, qui ont voulu, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps d'essayer, qui complotaient pour tuer Alexandre. Moi, à ce qu'il semble, d'après les auteurs antiques. Et la raison n'est pas évoquée, mais très probablement, elle est simple, c'est le fait que ces derniers veulent rentrer en Macédoine et ne veulent pas poursuivre les rêves orientaux d'Alexandre. Et ce qui s'est passé, c'est que un des chefs du complot s'est confié sur l'oreiller à un jeune prostitué du nom de Nicomaque, si je ne m'abuse. Et Nicomaque, qui avait pourtant juré de ne rien dire, est allé tout cafeter à Philotas. Alors je ne sais plus si c'est lui, non, je crois qu'il le dit à son propre frère, et son propre frère le dit à Philotas. Et Philotas ne va rien dire à Alexandre, ça c'est un fait. Et quand finalement on voit que Philotas ne dit rien, finalement les jeunes prostituées vont aller directement tout dire à Alexandre le Grand. Alors, la défense de Philotas, c'est qu'il ne voulait pas discréditer des proches macédoniens, parce que ce sont des aristocrates macédoniens, et même des amis d'Alexandre le Grand, en suivant uniquement les dires de jeunes débauchés. Voilà. Donc ça, c'est la défense de Philotas. Mais Alexandre et le conseil macédonien va juger que Philotas était au courant et que sa négligence a failli amener la mort du roi, et pire, peut-être même que Philotas l'a souhaité, notamment parce que il vivait mal la disgrâce de son père. Alors, parmi les aristocrates macédoniens, il n'y a pas seulement des opposants à Alexandre. Il y en a qui le soutiennent. Et au premier lieu, Cratère,
qui est un général, lui aussi, très influent, qui va progressivement prendre de l'importance. Il n'était pas si important au départ, mais de plus en plus, il va prendre de l'importance au sein de la cour macédonienne. Et Cratère est un opposant à Parménion, et c'est un opposant à Philotas. Notamment, il voit d'un très mauvais œil la puissance de Philotas au sein de l'armée. Parce que Philotas, c'est pas n'importe qui. Philotas, c'était le commandant, c'était l'hipparque, le commandant de la cavalerie. C'était un des compagnons d'Alexandre, il avait le même âge, il avait été éduqué avec ce dernier, c'est un de ses somatophylaques. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il a exercé la charge de chef des somatophylaques. C'était une des plus hautes fonctions qu'on pouvait obtenir à l'époque, sous Alexandre, fonction qui était principalement attribuée à son plus proche compagnon, Héphaïstion. Mais Philotas l'a déjà exercé. Et la mise à mort de Philotas a été un choc pour beaucoup de Macédoniens. D'abord, c'est un aristocrate de haut lignage, un des plus grands commandants, et cette mise à mort, eh bien, elle ressemble beaucoup à l'éviction en fait, d'un camp, et notamment du camp conservateur, entre guillemets, si on peut parler ainsi. On va dire que les conservateurs, c'est ceux qui tendent à conserver en fait, les territoires acquis, à conserver la politique initiée par Philippe II de Macédoine et qui se rattache à la vieille aristocratie et au camp de Parménion. Et les progressistes, ce sont plutôt ceux qui suivent le roi de manière éperdue vers l'Orient et qui ne se soucient pas finalement de politique, si ce n'est d'avoir une bonne place auprès de ce dernier. Donc, il y a deux camps, un profondément monarchiste, proche d'Alexandre, et un autre plus proche de l'aristocratie. Et Alexandre, en faisant exécuter Philotas, eh bien, il commence à éliminer au sein de son propre camp, de sa propre aristocratie, des opposants. Alors il y a une chose à savoir, c'est que dans le monde macédonien, les complots ou les crimes d'un fils retombent sur le chef de la famille et sur les proches. Et notamment, le chef de la famille à l'époque, c'est Parménion. Alors, Alexandre va gracier toute la famille de Philotas, notamment ses frères, ses cousins, mais il va envoyer un messager à Parménion pour l'informer de sa décision. Or, ce messager a une mission particulière, eh bien, en fait, c'est d'informer Cléandre, ou Cléarque, je ne me rappelle plus, l'un des deux, je crois que c'est Cléandre, d'informer Cléandre, qui est là-bas aussi, qu'il a pour mission d'Alexandre d'assassiner Parménion. Et donc, peu de temps après la mort de Philotas, en 330, en Drangiane, donc à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran, Parménion, qui est satrape de Médie, qui gouverne la Médie, est mis à mort sous les ordres d'Alexandre le Grand. Et avec la mort de Parménion, c'est la mort en fait des anciens généraux et des proches de Philippe II. Et finalement, c'est la victoire du camp progressiste, et à partir de là, plus personne ne s'oppose à l'avancée d'Alexandre en direction de l'Orient. Hop, il y a des problèmes de vidéo, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est bon. Alors, je continue. Et on arrive à Kleitos. Je suis désolé, je suis obligé de présenter tout ça. Entre 330 et 328, Alexandre va commencer la conquête de la Bactriane et de la Sogdiane. Alors, ce sont deux provinces extrême-orientales de l'Empire perse qui correspondent au nord de l'Afghanistan et à l'est de l'Afghanistan actuel et qui correspond aussi à l'Ouzbékistan, au sud de l'Ouzbékistan actuel. Et ce sont des provinces fort éloignées où un satrape leur fait une guerre terrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous avez des problèmes de couleur. Excusez-moi. Hop. On est bon? Ah non, il ne faut pas que je me mette trop loin. Bon, je vais me mettre comme ça alors. Voilà. Et finalement, on a des satrapies qui sont très dures à conquérir, un territoire montagneux ou de désert, avec des aristocraties, des dynasties locales assez puissantes pour résister à Alexandre. Et Alexandre a du mal à conquérir ces territoires, notamment parce qu'il n'y a pas de grande bataille à mener. Donc c'est une guerre assez complexe que mène Alexandre. Et finalement, les Macédoniens, alors je ne sais pas pourquoi, ça clignote, vous êtes... ouais, je sais pas. Je vais voir à me mettre... Excusez-moi, hop. Parce que comme je ne coupe pas les vidéos, je vais me mettre à un endroit où je vais avoir peut-être de la lumière, une autre luminosité. Hop. Je vais me mettre ici, avec un fond neutre. On va voir ça. Hop, là. Donc voilà, je continue. Et ouais, là c'est mieux. Donc bon, changement de cadre.
Et donc, dans ces provinces, il y a beaucoup de problématiques pour conquérir. Et d'ailleurs, il va mettre plus de 3 ans. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va passer plus de 3 ans dans ces régions extrême orientales. Le climat est très difficile. Alexandre va avoir de très nombreuses pertes, hein, notamment parmi les Macédoniens, donc pas seulement dans ses troupes perses. Et finalement, progressivement, Alexandre va devoir en fait négocier avec les dynastes locaux. Et parmi les grandes négociations qu'il va faire, il va accepter d'épouser Roxane, qui est une princesse sogdienne, bactrienne, qui va rejoindre Alexandre. Et ça, les Macédoniens vont s'opposer à ce mariage, mais ils vont pouvoir rien y faire. Et finalement, Alexandre va épouser la fille d'un dynaste local pour finir la guerre. Donc on dit qu'il est tombé complètement amoureux et tout ça. Finalement, c'est une solution politique qu'a trouvé Alexandre. Et à la même période, en fait, il commence à imposer, alors pas encore aux Macédoniens, mais il va bientôt le faire, à imposer à sa cour eh bien, les anciennes coutumes orientales, perses notamment, la proskinèse, qui est le fait de s'incliner complètement face au roi des rois. Donc il commence à devenir le roi des rois et il récupère tout le faste royal de la cour achéménide. Et ça déplaît beaucoup aux Macédoniens. Et de plus en plus, Alexandre est en train de s'identifier d'un point de vue religieux hein, à Amon, à Amon-Ra, à Zeus, à Dionysos, à Héraclès. Bref, il commence à devenir finalement une divinité, tout comme l'étaient les rois des rois, finalement, hein, à avoir un aspect sacré. Et ça déplaît aux Macédoniens. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Kleitos. Alors avant de vous parler de l'événement qui va mener à la mort de Kleitos, je vous présente un petit peu cet homme. C'est un homme qui est né en 375, donc je crois qu'il est de 17 ans ou 18 ans l'aîné d'Alexandre. Il était un peu plus jeune que Philippe II de Macédoine. Kleitos, dit le Noir, était en fait un officier sous Philippe II, à qui il devait tout. Et il avait comme sœur Lanicée, qui était la propre nourrice d'Alexandre. Donc c'était un proche d'Alexandre le Grand. Et selon certaines biographies, il avait même été chargé par Philippe II de la protection de Alexandre, hein, notamment sur le champ de bataille. De toute manière, Kleitos a fait partie à plusieurs reprises des somatophylaques d'Alexandre, mais aussi de ses commandants, notamment à la bataille du Granique ou à la bataille de Gaugamel. En plus de ça, pendant les différentes campagnes, Kleitos s'est révélé être un des plus proches hommes d'Alexandre, notamment parce que au tout début de la campagne, durant la bataille du Granique, il va lui sauver la vie. Alors, il y a différentes versions sur cet épisode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, le satrape de Lydie avait réussi une percée à travers les troupes d'Alexandre. Il avait affronté en duel Alexandre le Grand. Et alors, bon voilà, soit Alexandre le bat, mais c'est à ce moment-là, son frère arrive et va pour tuer Alexandre, soit en fait le satrape est en train de battre Alexandre le Grand, et là, Kleitos arrive et lui tranche le bras ou carrément le transperce de sa lance. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, Kleitos, et ça c'est sûr, sauve la vie d'Alexandre à la bataille du Granique. Donc ça c'est un élément important à retenir. Et à Gaugamel, il commande la Géma, il commande la garde royale, c'est-à-dire celle qui, avec Alexandre, a fait la percée menant à la défaite de Darius. Donc c'est un des hommes les plus proches d'Alexandre, et en qui il a toute sa confiance. Le problème, c'est que Kleitos, c'est un des derniers représentants des anciens officiers et généraux de Philippe II. Il fait un petit peu le pont entre les deux générations. Et même s'il ne s'était pas opposé jusqu'alors à Alexandre, il commence à s'opposer à ce dernier, et notamment à la proskinèse et au mariage que vient de contracter Alexandre. Et donc, pour un petit peu calmer le jeu, ou alors à l'inverse pour l'évincer, donc on ne sait jamais avec Alexandre, Alexandre va le charger de devenir satrape de Bactriane, province qui vient juste d'être acquise, hein, ou qui est en cours d'être dominée. Et ça, Kleitos va assez mal le prendre, parce qu'il sait que cela correspond pour lui en fait à une sorte d'évincement de la cour royale. Et en 328 va avoir lieu le drame. Ce qui se passe, c'est qu'en 328, il y a, donc je ne me rappelle plus la date exacte, mais il y a un banquet qui est fait en l'honneur des Dioscures, hein, de Castor et Pollux, à Afrosiab, donc c'est sur l'actuelle colline au-dessus de la ville de Samarcande,
en Ouzbékistan, donc c'est en Sogdiane. Et pendant le banquet, donc on boit énormément, évidemment, en l'honneur de Castor et Pollux. Et pendant le banquet, il y a des invités orientaux qui vont flatter Alexandre en disant que il est bien plus puissant que Castor et Pollux réunis et que même il a dépassé les exploits d'Héraclès. Donc il flatte un petit peu l'ego d'Alexandre. Ce qui a le don d'énerver Kleitos, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui était un homme assez austère, on l'appelait le noir parce que je crois qu'il avait toujours le même costume. Alors le noir c'est quelque chose de très riche, très cher, mais il était toujours habillé de manière assez sobre, toujours le même vêtement. Et c'était un homme qui était très respectueux de la religion, et il considère que c'est un blasphème, ce qui est fait à cet instant-là, et il va s'opposer à ce qui est dit par ces derniers, et notamment en disant, attention, Alexandre c'est certes un grand homme, mais il n'a pas fait ça tout seul. Il a fait ça grâce à ses compagnons, notamment à moi. Et il a fait ça grâce à ses hommes, à ses soldats. Donc, alors que Héraclès a fait ses exploits tout seul. Donc, les invités vont rétorquer en disant d'accord, bon, mais en tout cas, c'est pas Philippe II de Macédoine qui aurait fait ça. Philippe II, voilà, c'était rien du tout par rapport à Alexandre. Donc, on va dire que les invités essayent de trouver un autre sujet. Et là, Kleitos s'emporte. Je vous rappelle que c'est un homme qui a été monté à sa charge par Philippe II à l'origine. Et Kleitos va commencer à s'emporter. Alors, tout le monde est ivre, évidemment. Et il commence à s'emporter en disant que non, Philippe II était un grand roi qui valait largement les exploits d'Alexandre et que, bon, voilà, il ne faut pas encenser Alexandre. Donc, Alexandre commence à prendre part à la discussion, à la dispute, et notamment est vexé d'être comparé à son père et d'être diminué par rapport à son père. Le ton monte entre les deux, on sait des propos assez véhéments sont échangés. Finalement, Kleitos, qui n'en démord pas en disant presque que Philippe II en fait est bien plus grand qu'Alexandre et qu'il commence même à lui reprocher, à dire à Alexandre, en plus tu as tué Parménion, en plus tu as tué Philotas, bref tu tues des Macédoniens, ce que Philippe II ne faisait pas, ce qui n'est pas vrai en l'occurrence, mais bref, ils s'énervent, les deux s'énervent, et Ptolémée, qui est un autre des somatophylactes, finit par voir que ça commence à devenir dangereux, et il prend Kleitos et il le sort de la salle. Sauf que, on ne sait pas ce qui se passe, mais Kleitos revient à la charge, et là, Alexandre, dans un accès de rage, s'empare d'une lance, alors on dit d'une javeline ou d'une sarisse, selon certains textes, très probablement, en fait, ce qu'on appelle une javeline, en fait, c'est une lance un petit peu courte d'un des gardes du corps d'Alexandre, qui était proche, et immédiatement transperce Kleitos. Donc, c'est un coup qui est donné dans un axe de rage, qui n'est pas préparé. Kleitos ne le voit pas venir, il est ivre, et pourtant je vous rappelle que c'est un grand combattant, donc on voit bien que tout ça se fait très vite, et hop, Kleitos est transpercé, et il meurt quasiment sur le coup. Et à partir de là, Alexandre se rend compte de ce qu'il a fait, il enlève la lance, et il va pour se tuer avec. Alors, bon, ses compagnons l'arrêtent, et finalement, Kleitos va être pleuré par Alexandre pendant plus de 3 jours, et pendant plus de 3 jours, Alexandre va s'enfermer dans sa tente, refuser de voir personne, et va refuser de manger. Et lorsqu'il va sortir de cette période assez difficile, de ces 3 jours, il va organiser des immenses funérailles en l'honneur de son compagnon, et il va dire que finalement c'est Dionysos en personne, c'est le vin qui a parlé, et qui a fait qu'il a mis à mort un de ses plus proches compagnons. Et on va dire que ça va en rester là. Pas vraiment, mais je m'explique. Il y a plusieurs choses à voir dans cet événement. Même si ça s'est fait dans un contexte de banquet, et dans un contexte où tout le monde est ivre, il faut savoir que la mise à mort de Kleitos, c'est la mise de côté définitive des aristocrates influents dans l'armée, puissants, et qui sont issus de l'ancienne génération. Finalement, la mise à mort de Kleitos permet à Alexandre de renforcer son pouvoir. Et Alexandre comprend très bien qu'il ne peut pas mettre à mort n'importe qui comme ça. D'ailleurs, ça lui était reproché par Kleitos, ce qui l'a d'ailleurs profondément énervé. Et pour se faire pardonner, il va organiser des immenses funérailles en l'honneur de Kleitos, et il va mettre ça sous son aspect divin. Il dit, c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est mon aspect divin. Mais c'est aussi un message en fait qui est adressé à ces hommes et qui est adressé aux autres aristocrates.
je suis en train de devenir un dieu. Il leur dit cela. Et je ne suis plus soumis aux mêmes lois que les hommes. Et de ce fait, eh bien, je perds la mesure des choses. Et notamment, quand je suis habité par Dionysos, je peux rentrer dans des axes de folie furieuse, hein, et de tuerie. Voilà. Et c'est ça qui explique le meurtre de Kleitos. Donc il ne faut pas s'opposer au fait que je devienne une divinité. D'ailleurs, après la mort de Kleitos, il commence à instaurer la proskinèse, même pour les Macédoniens. Et cela va amener à un second complot. Hein, on voit que très vite, en fait, les complots se succèdent. Hein, donc c'est une période de crise, en fait, dans le gouvernement d'Alexandre. Et le dernier opposant, finalement, à la cour, c'est son biographe personnel, c'est le neveu d'Aristote, Callisthène, qui s'oppose à la proskinèse et qui même se moque un petit peu d'Alexandre lorsque ce dernier lui tend sa coupe, hein, en lui disant, voilà, est-ce que tu veux boire? Il dit, non, non, je ne veux pas boire Alexandre, donc en gros comme Dionysos, pour derrière après aller pleurer auprès d'Asclépios, ou quelque chose du genre. Donc euh, il s'oppose largement à la divinité d'Alexandre, il s'oppose à la proskinèse, il s'oppose à tout le faste oriental qui s'installe à la cour, hein, Callisthène, et finalement il va être inculpé dans ce qu'on appelle la conjuration des pages. Alors les pages, ce sont des jeunes adolescents qui, entre, je crois, leurs 13 ou leurs 14 ans et leurs 18 ans, suivent le roi et même pendant leur dernière année se battent en tant que garde du corps auprès du roi. Ce sont en fait des jeunes aristocrates macédoniens qui sont presque en fait des otages. Ce sont des otages des grandes familles macédoniennes auprès d'Alexandre. Otages, mais à la fois honneur. C'est un des plus grands honneurs d'être auprès du roi. Et il y a une conjuration des pages menée par Hémolaos, qui est un jeune page assez âgé, je crois 17 ou 18 ans, qui durant une chasse, en fait, une chasse avec Alexandre, a eu la mauvaise idée de tuer la proie d'Alexandre. C'est lui qui met à mort le sanglier à la place d'Alexandre. Or, c'est un privilège royal, donc il est puni pour ça. Je ne sais plus s'il est fouetté ou bastonné, je ne me rappelle plus très bien. Hémolaos va évidemment mal le prendre, mais au lieu d'accepter la punition, il va essayer de mener un complot avec d'autres pages qui sont chargés de garder la tente du roi pendant une nuit pour ensuite assassiner Alexandre. Et selon certains, c'est carrément Callisthène, le précepteur des pages, qui est aussi le biographe d'Alexandre, qui les y a poussés. Bon, ça, c'est pas prouvé, hein, mais c'est un des aspects qui va être mis en avant par Alexandre pour punir Callisthène et pour notamment le punir de s'être opposé à plusieurs reprises à son ascension dans un cadre divin et l'instauration du protocole oriental à la cour. Donc ce complot finalement des pages lui aussi échoue, hein, donc Alexandre a toujours eu beaucoup de chance. Apparemment, d'après toutes les sources, en fait le soir où cela devait se passer, où les différents pages étaient réunis, en fait, autour de la tente du roi, ils attendaient qu'une seule chose, c'est que le roi rentre pour dormir, pour l'assassiner pendant son sommeil. Le roi n'est jamais rentré, il a picolé toute la soirée avec ses potes. Et finalement, un des pages, le lendemain, va être pris de remords, et il va aller dire tout ça à Alexandre, et finalement, il va sauver ainsi son frère et lui-même. Par contre, les autres pages qui étaient dans la conjuration vont être exécutées, et pas par n'importe qui, par leur